Vous avez choisi Cherifia TV pour vous informer, vous avez parfaitement raison. Merci encore une fois de votre constante fidélité et bienvenue dans cette nouvelle page d'information de ce samedi 11 novembre 2016. 24 heures après son élection à la tête de la première puissance économique et militaire du monde, Donald Trump a été reçu à Washington DC dans le bureau ovale de la Maison Blanche par Barack Obama. Et 1h30 de tête-à-tête entre les deux hommes dans une atmosphère presque cordiale. Le président sortant estime préparer par ce geste une transition réussie pour le président élu qui entend désormais être le président de tous les Américains. Donald Trump apprécie ce premier contact avec Obama et souhaite même prendre conseil auprès de lui pour une bonne gestion des affaires du pays. Je viens d'avoir une excellente conversation avec le président élu Donald Trump. Nous avons parlé de beaucoup de choses, des questions relevant de l'organisation de la vie à la Maison-Blanche, des affaires étrangères, des affaires intérieures et comme je l'ai dit hier soir, mon objectif numéro 1 dans les 2 prochains mois est d'essayer de faciliter une transition qui permette le succès à notre président élu. Je pense que c'est important pour nous tous, en oubliant nos différences partisanes et nos préférences politiques, de nous rassembler, de travailler ensemble et de gérer les défis auxquels nous devons faire face. Notre réunion a duré presque 1h30. Elle aurait pu durer bien plus longtemps. Nous avons discuté de différents sujets, certains réjouissants, d'autres plus difficiles. Je suis très impatient de travailler avec le président à l'avenir et notamment de lui demander conseil. Il m'a expliqué certaines difficultés, certaines questions de haute importance et certaines grandes choses qui ont été réalisées. Et Monsieur le Président, c'était un honneur d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver. Merci. Voilà, c'est connu depuis le 9 novembre au petit matin. Le 45e président des États-Unis d'Amérique s'appelle Donald Trump. Une victoire qui a pris de court une bonne partie de la population américaine, mais également la majorité des Africains, en l'occurrence les Maliens, qui supportaient la malheureuse candidate à cette élection, Hillary Clinton. Nos concitoyens redoutent Donald Trump pour ses propos acerbes, islamophobes tenus au cours de ces meetings. Nous leur donnons aujourd'hui la parole pour exprimer leurs sentiments face à cette élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Kadi Diakité et Samba Traoré. Bon, en fait, l'élection de Donald Trump a été une surprise pour l'opinion internationale, mais je pense qu'il faudrait respecter le choix des Américains. Même si, en réalité, il y a ces propos qu'a tenus Donald Trump pendant sa campagne qui sont vraiment, en tout cas, qu'il faudrait craindre à l'avenir, c'est-à-dire le fait de remettre à la porte les immigrés africains et hispaniques. C'est la crainte, mais si nous revenons un peu sur son discours d'investiture, il a tenu un discours apaisant, ce qui porte à croire qu'à l'avenir, on n'est pas très sûr qu'il pourrait mettre en œuvre les menaces qu'il avait faites pendant sa campagne. Moi, j'aimerais bien que Hillary soit élue comme présidente des États-Unis d'Amérique parce que c'est une femme première présidente occupant l'étendue, le monde. Bon, ça aurait pu être une grande chose, quoi. Ça allait mettre la valeur de la femme donc tu vas en hauteur, quoi. Donc bon, tout ça c'est ma pensée. Bon, que Trump aussi soit élu, bon, c'est pas un crime, mais bon, la vie ça continue. Bon, l'élection des États-Unis d'Amérique a été vraiment surprenante, car vraiment tout le monde pensait que c'est Hillary Clinton qui allait être président des États-Unis, vu les sondages et puis tout. Bon, à la fin, nous avons vu Donald Trump venir à la fin, qui a été le nouveau locataire de la Maison Blanche. Bon, vraiment moi personnellement, ça m'a vraiment surpris. L'Amérique déjà c'est un État démocrate, donc je pense que leur élection a été transparente. Le maire a gagné. Donc on ne fait que féliciter le candidat qui a été élu comme président des États-Unis. En plus de cela aussi, je vois que certains vraiment sont malheureux puisque
Donald Trump a remporté l'élection sur Hillary Clinton. Moi, je ne vois pas l'intérêt des Africains sur ça, puisque les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une question d'intérêt. Donc Donald Trump est là pour défendre les intérêts des États-Unis. Et nous qui sommes Africains, vraiment, nous devons nous contenter sur nos problèmes. Le dernier club, il a été élu, ça ne m'a pas surpris. Parce que le monsieur, c'est un leader. Vraiment, c'est un leader. Non par son statut prestigieux, mais son statut social. Vraiment, la manière dont il a appris à gérer ses relations, c'est ça qui m'a plu. Vraiment, c'est un leader. Parce que depuis 2015, je vois que le monsieur, il a très bien déroulé ses campagnes. Parce que depuis 2008, lors du premier mandat d'Obama, j'ai senti que le monsieur, le moment que Obama a été élu, j'ai senti que le monsieur, il a eu un mal à l'aise, quoi. Bon, d'après le temps, il a su que l'échec n'est pas fatal. Bon, vraiment, moi, je suis content parce qu'il a été élu comme président des États-Unis d'Amérique. Bon, moi, je veux que lui aussi, qui se pense ou bien qui se croit responsable. Parce qu'être président des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas du tout facile. Voilà, c'est ça que moi j'avais à dire. Voilà, Cherifla TV qui donne la parole aux jeunes Maliens qui se sont exprimés sur l'élection du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Sur un tout autre plan, le rassemblement de 4 branches de la coordination des mouvements de l'Azawad en conférence de presse ce jeudi à l'hôtel Kempinski de Bamako en vue d'informer l'opinion publique nationale et internationale des nouvelles directives en faveur de la mise en œuvre correcte de l'accord de paix au Mali. Les différents responsables de ces mouvements dénoncent la résurgence des attaques au nord et militent pour une paix durable en prônant un accord inclusif. Kafne Batilia et Seydou Niareya étaient présents pour Cherifla Actualité. Cette conférence de presse organisée par les responsables des mouvements du Nord, CPA, MSA, CMFPR2 et CJA a pour objet d'interpeller le gouvernement malien ainsi que la communauté internationale sur l'application du processus de paix issu de l'accord d'Alger. Cette alliance des différents mouvements estime nécessaire la tenue d'une telle rencontre afin de respecter et de veiller à la mise en œuvre correcte des accords de paix. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez constaté que depuis la signature de l'accord, il a été émaillé d'un certain nombre de tiraillements, d'un certain nombre de combats contre l'exclusion. On est passé par plusieurs chemins et ce combat se poursuit toujours. Particulièrement au sein de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qu'un certain nombre d'individus et de groupes se sont arrogés la responsabilité de décider et de parler au nom de tous les grands groupes. Cela a été décrié depuis un moment, il a été crié depuis un moment, et jusqu'à maintenant, la situation a atteint son paroxysme. Elle a atteint son paroxysme aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que Malien, en tant que partie signataire de l'accord, nous sommes interpellés à poser les actes nécessaires, quoi qu'ils valent ou quoi qu'ils soient, pour qu'on ne retourne pas dans la catastrophe dans laquelle on a été depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Un an après la signature des accords de paix, le constat qui se dégage nous montre que l'application du processus est mise à rude épreuve. Selon l'alliance des différents mouvements, la recrudescence des attaques au nord prouve à suffisance que la mise en œuvre de l'accord peine à garantir une stabilité durable. L'accord traîne. Tout le monde a constaté qu'il y a depuis près d'1 an et demi que l'accord a été signé et n'est pas appliqué. Ceci déjà a attiré notre attention. Est-ce que c'est les acteurs? Est-ce que ça provient des acteurs? Est-ce que ça provient des institutions? Et donc, de toute façon, le résultat est le même pour les populations. Si l'accord n'est pas appliqué entièrement, c'est l'insécurité qui règne, c'est le désarroi des populations. Ce sont les réfugiés qui ne rentrent pas, c'est les populations qui sont déplacées, qui continuent d'être déplacées et qui ne réintègrent pas complètement leur site, leur zone de vie. Et ça a beaucoup de conséquences. Et vous avez vu que dans notre région, surtout à Tombouctou, Taoudeni, l'AQMI a repris.
de plus belle, les trafics de drogue ont repris de plus belle et nous avons besoin que l'accord s'applique depuis longtemps pour mettre fin à tout ça. La CEMA ainsi que l'ensemble des mouvements de cette alliance souhaitent pleinement jouer leur partition dans l'application efficiente de l'accord de paix. Il convient donc à tous les parties prenantes à mener un combat commun dans la quête d'une paix durable au Mali. Ils en appellent à tous à la retenue pour un respect absolu de l'accord de paix. Actualité hors de nos frontières à présent et cap sur le pays de la Teranga. Désormais, les enfants atteints de cardiopathie pourront se soigner à Dakar et à moindre coût. Le service de consultation du nouveau centre cardio-pédiatrique QMO de Dakar a ouvert ses portes aux enfants malades du cœur. Seules les consultations ont démarré en attendant les activités opératoires proprement dites prévues en janvier prochain. Kadi Diakité pour le commentaire. Détecter, diagnostiquer et prendre en charge les pathologies cardiaques pédiatriques, tels sont les objectifs que se fixe le centre cardio-pédiatrique QMO de Dakar, le nouveau hub sous-régional de la cardiopédiatrie. Cet institut de chirurgie cardiaque, dont la première pierre a été posée le 15 juin 2015, va permettre la prise en charge de plus de 30 000 enfants atteints de cardiopathie grave. Il est doté d'un plateau technique de pointe comportant 2 salles d'opération, d'un service de consultation et d'une structure d'accueil pour les jeunes patients accompagnés de leur famille. 5e du genre en Afrique, le centre cardiopédiatrique est né de la volonté de 3 structures. L'État du Sénégal, la chaîne de l'Espoir et la Fondation QMO qui a financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA le joyau. L'État du Sénégal, pour sa part, a offert le terrain, le personnel soignant et du matériel. Ce centre devrait rendre possible la prise en charge chaque année d'au moins 500 enfants atteints de cardiopathie. Le démarrage des activités opératoires est prévu en janvier 2017. Rappelons qu'au Sénégal, plus de 30 000 enfants sont atteints de cardiopathie grave. Chaque année, ils sont entre 800 et 1000 à naître avec une cardiopathie congénitale et 80% d'entre eux en meurent avant l'âge de 5 ans, faute de soins appropriés. Une bonne transition pour vous dire que le tour d'horizon de l'actualité internationale d'aujourd'hui nous conduit en Gambie où le président Yahya Jammeh officialise sa candidature pour un 5e mandat au Ghana avec le déploiement des observateurs de l'Union européenne pour des élections réussies. La visite du Premier ministre tunisien dans l'Hexagone pour parler économie avec François Hollande. Enfin, la Côte d'Ivoire où Simone Gbagbo refuse de comparaître de nouveau à son procès. Nous retrouvons Kadi Diakité pour cet autre commentaire. En Gambie, la campagne pour la présidentielle doit débuter le 16 novembre prochain. Le scrutin à un seul tour se tiendra le 1er décembre. Le président Yahya Jammeh est candidat à sa propre succession. Ce dernier a déposé son dossier de candidature faisant fi des critiques. Il a par la même occasion dressé un pan de son programme de campagne électorale, notamment l'éducation gratuite et des soins de santé pour tous. Le chef de l'État gambien va représenter l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique et affrontera 2 autres candidats, Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et Mama Kandeh, ex-membre de l'APRC, en lice pour le Congrès démocratique de Gambie, un parti récemment créé. Parvenu au pouvoir par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh a été élu une première fois en 1996, puis réélu déjà à 4 reprises. Sept observateurs électoraux de l'Union européenne ont été déployés au Ghana afin de suivre les élections. Ils seront rejoints par 24 autres observateurs de long terme dans le cadre de la mission d'observation électorale. Cette mission sera la 3e dans l'histoire du pays après les élections de 2008 et de 2012. Les autorités ghanéennes comptent ainsi améliorer la transparence du processus électoral. Les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre prochain. 6 candidats affronteront le président sortant John Dramani Mahama, candidat pour le Congrès national démocratique. Le chef du gouvernement de la Tunisie indépendante, Youssef Chahed, était en France ce mercredi pour une visite axée sur l'économie.
Cette visite stratégique de 2 jours intervient avant une grande conférence des investisseurs qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains en Tunisie. Le 7e Premier ministre tunisien depuis la révolution de 2011 vise à attirer le maximum d'investisseurs étrangers pour lancer une centaine de grands projets dans le pays. Près de la moitié de ces projets concernent l'infrastructure et Youssef Chahed voudrait vendre à Paris ce qu'il appelle l'exception tunisienne. Une enveloppe globale de 20 milliards d'euros sera consacrée à ces projets par l'État tunisien, mais aussi par des fonds privés. D'autres volets de coopération sécuritaire et politique étaient au programme des rencontres, mais face à l'urgence économique du cas tunisien, ces volets n'acquièrent plus qu'une valeur symbolique. Après un premier refus le 25 octobre dernier, c'est la 2e fois que Simone Gbagbo refuse d'être présente depuis le début de son procès. Le juge a suspendu l'audience et a demandé à un huissier de transmettre une sommation afin qu'elle se présente au procès le 16 novembre. Le procès avait déjà été bloqué lundi pendant plusieurs heures, la défense campant sur sa position de voir comparaître des personnalités ivoiriennes. Simone Gbagbo comparaît pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier favorable au président Alassane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. L'ex-première dame purge actuellement une première peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Les procureurs de la Cour pénale internationale ont accusé l'ancien chef rebelle de la RDC d'avoir exercé des pressions sur des témoins. Bosco Ntaganda est jugé à la CPI pour avoir utilisé des enfants soldats, détenu des esclaves sexuels et commis de meurtres en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. La procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a mentionné dans un dossier qu'une enquête sur les conversations téléphoniques de Ntaganda en détention révélait son implication dans un vaste plan visant à pervertir le cours de la justice, notamment en formant des témoins potentiels. La procureure générale a demandé que des mesures appropriées soient prises pour préserver l'intégrité du procès. L'accusé et ses avocats n'ont pour l'instant pas réagi à ces allégations. C'est donc cette page consacrée à l'actualité internationale qui referme cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À 21h, retrouvez Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Cherifla TV, votre chaîne de proximité. À très bientôt.